6 secondes sont tout ce qui sépare une insulte de classe d'une leçon éternelle de physique appliquée et de dignité humaine. Dans cet après-midi étouffant de 1964 à Marseille, le temps semble être devenu élastique, s'étirant sous le poids d'une tension que personne ne sait nommer ou contenir. Ce qui est sur le point de se produire n'est pas seulement une bagarre de club, mais la fondation d'un mythe qui changera la perception du monde sur le pouvoir de la technique face à la masse brute. L'air chargé promet une transformation irréversible, la chute d'un colosse arrogant et l'ascension silencieuse d'un maître qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le spectateur est invité à témoigner du moment exact où le mépris social entre en collision avec la perfection mécanique du corps humain, aboutissant à une catharsis qui résonnera pendant des décennies, à travers le silence assourdissant de cet homme venu d'ailleurs. La promesse est absolue. La justice poétique sera rendue avec la précision d'une horlogerie suisse, sans gaspillage de mouvement ou d'émotion. Il existe une attente viscérale à voir l'agresseur catégorique être neutralisé par quelqu'un qu'il sous-estime profondément, en se basant uniquement sur l'apparence physique et l'origine ethnique. Le choc central réside dans le contraste absurde entre l'offense verbale chargée de haine et la réponse physique à venir, si rapide que l'œil humain pourra à peine traiter la séquence des événements. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais de transition de statut, où l'étranger indésirable se révèle le maître absolu de l'espace qu'on a tenté de lui nier. Préparez-vous à observer comment l'intervalle de 6 secondes entre la fin d'une phrase offensante et l'impact d'un corps au sol peut redéfinir complètement la hiérarchie du pouvoir dans un environnement hostile. Dans ce scénario, la violence létale est écartée au profit d'une supériorité technique qui humilie sans laisser de cicatrices physiques, prouvant que la véritable maîtrise est la capacité de mettre fin à un conflit avant même qu'il ne devienne une lutte. L'objectif du protagoniste est silencieux et profond. Gagner le droit d'exister et d'enseigner dans ce territoire sacré de la force brute, sans trahir sa propre philosophie de combat et sa prestance. Chaque battement de cœur dans cette narration raconte une histoire de résistance et de validation d'une nouvelle façon de lutter, où le minimum d'effort génère le maximum de résultats. Le spectateur sentira la pression atmosphérique monter, tandis que l'hostilité passive se transmute en agression active, préparant la scène pour le moment décisif où le destin de 2 hommes sera scellé par la vitesse de réaction subsensorielle d'un génie des arts martiaux. La salle d'entraînement, le cercle de fer sur le vieux port de Marseille, opère comme un sanctuaire de fonte, où le son prédominant est le cliquetis métallique des disques lourds s'écrasant contre le sol en béton. L'air est dense, saturé de l'odeur âcre de la sueur ancienne, de la magnésie en poudre et de la chaleur persistante d'un après-midi d'été de 1964. À travers les fenêtres hautes et poussiéreuses, des faisceaux de lumière solaire découpent l'ambiance, révélant des particules de poussière qui dansent sur les corps en âge d'homme, qui voient donc dans la force brute la seule langue universelle. C'est un territoire de testostérone et de hiérarchie rustique, où chaque leveur de fonte occupe son espace avec une agressivité territoriale silencieuse, modelée par l'esthétique d'une époque qui valorisait la taille au-dessus de toute autre vertu technique ou philosophique. La période est marquée par une tension sociale latente qui imprègne les rues françaises, se manifestant dans cette salle comme une résistance voilée à la présence d'étrangers, particulièrement ceux qui osent enseigner des disciplines orientales inconnues. Il existe un code non écrit parmi les habitués locaux. La force se mesure en kilos et en centimètres de biceps, et toute méthode qui n'implique pas l'écrasement physique est vue avec méfiance et dédain. Le protagoniste, avec sa structure physique compacte et ses mouvements fluides, est une anomalie visuelle dans cet écosystème de géants. Sa présence n'y est pas seulement tolérée, elle est surveillée par des yeux qui cherchent le moindre signe de faiblesse pour valider le préjugé qui soutient l'ordre social de ce gymnase de fer, transformant l'endroit en une poudrière. Dans ce décor, il se positionne dans un coin isolé, utilisant des équipements qui semblent rudimentaires à côté des grandes presses de développé couché, mais qu'il manie avec une précision mathématique. Il n'appartient pas à ce monde de rugissements et de mouvements lents. Sa pratique est silencieuse, focalisée sur l'économie de mouvement et l'explosion contrôlée. Tandis que les autres athlètes affichent leur puissance dans des démonstrations bruyantes d'efforts, il cultive une énergie interne qui passe inaperçue pour la majorité. L'hostilité dans l'air est palpable. Une pression invisible qui semble pousser les murs de la salle vers l'intérieur, créant un vide d'attente où le moindre faux pas d'étiquette ou de territorialité servira de prétexte à une confrontation que tous semblent désirer secrètement. Le climat émotionnel est celui d'une vigilance constante. Les locaux l'observent comme des prédateurs analysant une proie exotique qui refuse de montrer de la peur. Chaque exercice qu'il exécute, chaque respiration contrôlée, est interprété comme un défi à l'hégémonie du mâle alpha local. Il n'y a pas de dialogue, seulement le son rythmique de l'entraînement et le murmure occasionnel de dédain qui flotte entre les bancs de musculation.
La structure sociale du cercle de fer est rigide et dangereuse, basée sur la croyance que la domination physique est le seul droit de propriété valide. Il est en terre ennemie, un maître de la fluidité entouré par des montagnes de pierre, attendant le moment inévitable où l'ignorance tentera de tester l'intégrité de sa philosophie de combat. La disparité physique entre les hommes devient le point focal de tous les regards, alors que Grand Jean s'approche du coin du protagoniste. Jean est une montagne de muscles façonnés par la boxe et l'haltérophilie, un homme dont le corps semble avoir été construit pour la collision et l'écrasement. À côté de lui, le maître semble presque fragile, un intrus aux os fins habillé de vêtements que les locaux considèrent étranges pour un lieu de hommes, des vrais. L'inégalité n'est pas seulement visuelle, elle est symbolique. D'un côté, la croyance absolue en la masse et le volume comme outil de domination. De l'autre, une figure qui personnifie l'agilité et l'intelligence cinétique. La pression monte à mesure que Jean envahit l'espace personnel de son adversaire, forçant une comparaison qui, pour les spectateurs, possède déjà un vainqueur prédéterminé avant même le premier mouvement. Le contraste des postures est révélateur pour qui observe les nuances de la tension. Tandis que Grand Jean affiche un langage corporel expansif et bruyant, occupant le maximum d'espace avec ses épaules larges et ses pas lourds, l'autre se maintient recueilli, opérant à l'intérieur d'un cylindre invisible de contention. La force d'opposition gagne en confiance à travers ce silence, interprétant l'absence de réaction verbale comme un signe de soumission ou de peur. Les amis de Jean se regroupent autour, formant un demi-cercle de bras croisés et de sourires moqueurs, créant une arène improvisée où l'isolement social du maître devient absolu. Il est l'étranger, l'intrus qui parle de philosophie dans un temple de fer, et la masse autour de lui sent que l'heure de corriger cette anomalie est enfin arrivée. De petits signes de conflit commencent à émerger de l'inertie. Jean s'arrête à quelques centimètres de lui, laissant l'odeur de sa sueur et son ombre couvrir le maître. Il n'attaque pas immédiatement, mais utilise des micro-agressions. Un coup de pied, accidentel, dans l'un de ses équipements, et un regard de mépris qui balaie l'étranger de haut en bas. La tension n'explose pas, elle s'accumule comme de l'électricité statique avant la foudre. L'homme continue son exercice de respiration, les yeux fixés sur un point neutre, ignorant la montagne de chair qui tente de le provoquer. Ce refus de valider la présence de l'agresseur augmente encore la fureur de Jean, qui voit dans ce calme une forme d'insulte bien plus profonde que n'importe quelle parole dite à voix haute. L'escalade atteint son point critique quand l'agression verbale rompt finalement le son des poids. Jean ne supporte plus l'indifférence technique et décide que le silence doit être brisé par la force brute de son statut. Il représente le système de ségrégation de cette époque, la voix de l'insécurité masquée par une xénophobie qui n'accepte pas d'être ignorée. La pression émotionnelle atteint le niveau de saturation. Les autres pratiquants cessent de s'entraîner, les disques arrêtent leur fracas métallique et le monde semble se réduire à ce petit morceau de tatami. L'inégalité des forces est à son apogée, et la promesse d'une humiliation physique imminente plane sur le maître, qui reste comme l'œil calme d'un ouragan sur le point de toucher le sol. Le moment de compression maximale est atteint quand Grand Jean, enflammé par ce mutisme, shoote violemment dans les poids légers que le maître utilisait. Le bruit du métal résonnant contre le sol sert de gong initial, mais l'homme ne bouge pas. L'espace entre les deux combattants se réduit à la distance d'un bras tendu, une zone de mort où la physique remplacera la rhétorique. Jean gonfle le torse, sa respiration lourde et irrégulière contrastant avec la ventilation rythmique et presque imperceptible de son vis-à-vis. Le temps commence à ralentir pour l'assistance. Le maître ne regarde pas Jean dans les yeux, mais observe le centre de sa masse, surveillant chaque micro-ajustement de poids et de tension musculaire qui précède une attaque. Il sait que l'erreur de Jean est sa plus grande arme. L'atmosphère dans la salle devient un vide, où le son semble être aspiré vers l'épicentre du conflit. Le protagoniste fait preuve d'un autocontrôle qui frise l'inhumain, gardant les mains basses, mais les tendons prêts pour l'explosion. Il effectue une lecture de l'environnement subsensoriel, cartographiant la position de chaque spectateur et la disposition des appareils alentours, garantissant qu'il n'y aura aucun obstacle à sa mécanique de défense. Jean, de son côté, avance avec la certitude de celui qui a déjà remporté 1000 bagarres de rue basées uniquement sur la taille, sans réaliser qu'il entre dans un laboratoire de biomécanique où sa propre force brute sera utilisée contre lui. L'air vibre. Le prédateur croit avoir acculé la proie, sans noter que la proie a déjà redessiné la carte de la sortie. L'insulte finale est proférée d'une voix chargée de venin et d'autorité autoproclamée. « Hé, pourquoi tu ramasses pas tes trucs pour rentrer chez toi? Ici, c'est une place pour les vrais hommes. » Les mots flottent dans l'air comme une fumée toxique, tandis que le silence qui suit est absolu, interrompu seulement par le goutte à goutte de la sueur sur la fonte. Le maître lève enfin les yeux, non pas avec colère, mais avec une clarté terminale. Il a accepté le défi non par orgueil,
mais par nécessité morale. L'agression verbale est le saut qui autorise la réponse technique. Jean amorce le mouvement d'une double poussée, projetant tout son poids vers l'avant, un geste destiné à projeter l'homme plus petit contre le mur, persuadé que le combat s'arrêterait avant même qu'il ait le temps de réagir. À ce seuil, la décision interne est prise. Il ne permettra pas que la première attaque de l'opposant soit conclue, mais il ne permettra pas non plus que sa propre intégrité soit corrompue par la haine. Il devient l'intercepteur. Chaque muscle de son corps est dans un état de préparation élastique, attendant la milliseconde où l'inertie de Jean deviendra irréversible. Les spectateurs retiennent leur souffle, sentant que l'équilibre du monde dans ce gymnase ne tient qu'à un fil. Le temps se referme en un entonnoir de causalité, où le passé d'entraînement et le présent d'arrogance sont sur le point d'entrer en collision. Tout ce qu'il reste, ce sont les 6 secondes promises, l'intervalle exact où la philosophie se fera impact et où le destin des deux hommes sera réécrit. À l'instant où les mains massives de Jean se projettent vers l'avant, le temps pour le maître semble se fragmenter en tableau d'analyse pure. Il ne recule pas. Au lieu de cela, il glisse d'1 millimètre hors de la ligne de force, permettant à l'agression du géant de ne rencontrer que le vide. Avec un mouvement que les yeux des spectateurs peuvent à peine enregistrer, il exécute la première seconde de sa réponse. Un blocage de la main paumée qui dévie le centre de gravité de Jean, transformant la poussée de l'agresseur en une chute libre assistée. La physique entre en scène, où le mouvement circulaire absorbe l'énergie linéaire de l'adversaire, neutralisant l'avantage de poids et transformant la masse de Jean en un levier contre lui-même. La 4e seconde est marquée par le choc psychologique qui définit la supériorité technique. Alors que Jean tente de retrouver son équilibre, le maître lance un coup direct qui parcourt la plus courte distance entre 2 points à une vitesse fulgurante. Le point s'arrête à exactement 5 mm du bout du nez de Jean, se figeant dans l'air avec une vibration contrôlée. L'impact n'est pas physique, mais mental. Jean sent le déplacement d'air et ferme les yeux, attendant la douleur qui ne vient pas, réalisant en une fraction de seconde que sa vie et son intégrité physique sont entièrement entre les mains de l'homme qu'il venait d'insulter. L'immobilité du poing est plus terrifiante que n'importe quel coup, car elle démontre une maîtrise totale sur sa propre force et sur l'espace d'autrui. Sans laisser le temps à l'agresseur de traiter cette miséricorde, il exécute le mouvement final à la 6e seconde. D'une rotation de hanche imperceptible et d'un balayage technique appliqué sur le talon d'appui de Jean, il utilise le propre poids du colosse pour parfaire la leçon. Le corps de Jean, privé de base et encore sous l'effet de l'inertie de son attaque initiale, s'effondre sur le tapis central avec un bruit sourd qui fait vibrer les poids sur les étagères. Il n'y a pas eu d'échange de coups, pas de lutte d'endurance. Il n'y a eu qu'une démonstration de cause à effet où le maître était resté l'axe immobile d'une roue qui a tourné et éjecté les débris. Jean est sur le dos, haletant, sans une seule égratignure, mais complètement désarmé de sa dignité. Le chronomètre invisible s'arrête. 6 secondes exactes ont transformé le mâle alpha de la salle en une figure vulnérable et confuse, allongé au pied-tu d'un homme qui n'a même pas perdu le rythme de sa respiration. Le silence qui s'installe au cercle de fer est d'une qualité différente désormais. Ce n'est plus le silence de l'attente, mais celui de l'incrédulité absolue. Les autres sportifs, qui s'attendaient à voir l'étranger être broyé, sont statiques, les yeux fixés sur la scène qui défie toute la logique de force qu'ils ont cultivée pendant des années. L'homme reste debout, dans une posture de vigilance décontractée, regardant vers le bas sans colère, sans triomphe, seulement avec la clarté de celui qui a accompli une tâche mécanique nécessaire pour restaurer l'ordre et le respect. Le silence qui s'abat sur la salle après l'impact est dense, presque solide. L'incrédulité fige les visages. La montagne de chair et d'arrogance qui dominait l'environnement est maintenant au sol, fixant le plafond avec une expression de désorientation totale. Jean n'a pas seulement été renversé, il a été démonté par la précision chirurgicale d'un homme qu'il considérait insignifiant. Pourtant, le moment de plus grand impact n'est pas la chute, mais ce qui suit immédiatement. Le maître, sans aucune trace d'exaltation ou de mépris, rompt sa garde et tend la main ouverte à l'opposant à terre. C'est un geste d'humanité qui brise la tension et la haine présentes dans l'air, offrant à Jean une sortie honorable de sa propre humiliation. Cette décision morale redéfinit complètement la signification de la confrontation pour tous les témoins. En choisissant de ne pas porter le coup de grâce ou de ne pas répondre par une insulte, il transforme la bagarre en une leçon magistrale d'étiquette et de supériorité de caractère. La main tendue est une invitation silencieuse pour que Jean reconnaisse que la force réelle ne réside pas dans la capacité d'opprimer, mais dans la maîtrise de soi. L'agresseur, encore essoufflé, fixe la main avec un mélange de peur et de honte. La leçon est complète. Il n'a pas vaincu un ennemi. Il a neutralisé une menace et, simultanément, établi une nouvelle hiérarchie morale à l'intérieur de ce territoire hostile,
où la compassion du vainqueur est l'arme la plus létale. La réaction du monde alentour change instantanément. Jean, incapable d'accepter cette main à cause de son orgueil blessé, se relève lourdement seul et se retire vers les vestiaires sans dire un mot, son aura de dominance dissipée à jamais. Les autres habitués, qui regardaient auparavant avec mépris, arrêtent désormais leurs exercices pour observer l'homme avec une curiosité authentique et un respect réticent. L'ère d'hostilité passive se dissout, laissant place à une reconnaissance implicite qu'un événement extraordinaire a eu lieu. Le maître reprend ses équipements et retourne à son entraînement comme si de rien n'était. Mais l'ambiance au cercle de fer ne sera plus jamais la même. La salle est devenue le témoin silencieux de sa transition, d'étranger indésirable à maître incontesté. Des semaines après l'incident, la validation de sa domination s'est manifestée de manière silencieuse mais irréfutable. Deux des amis les plus proches de Jean franchirent le seuil de la salle, non pour intimider, mais pour demander les enseignements de l'homme qu'ils méprisaient autrefois. Ils confessèrent que Jean n'avait jamais reparlé de ces 6 secondes, mais que sa conduite avait radicalement changé. Le géant qui patrouillait autrefois avec xénophobie évitait désormais les conflits et avait cessé toute provocation envers les nouveaux arrivants dans la région. La défaite technique avait généré une correction morale interne que les mots n'auraient jamais atteinte. Ce silence n'avait pas seulement protégé son intégrité, il avait servi de catalyseur pour un changement culturel profond, prouvant que la vérité du corps est impossible à ignorer. Cet événement est devenu le mythe fondateur de sa philosophie, établissant le principe que l'art martial ne sert pas à gagner des combats, mais à mettre fin au conflit de manière définitive. L'héritage laissé sur ce tapis central a transcendé le contexte de 1964, devenant une preuve vivante que la technique surpasse la masse et que la dignité c'est la réponse finale au mépris. Sa présence à Marseille a cessé d'être vue comme une intrusion pour être reconnue comme une révolution biomécanique et éthique. Il a prouvé que l'espace d'un bras est un territoire suffisant pour réécrire le destin d'un homme, transformant les agresseurs en témoins silencieux d'une supériorité qui n'avait pas besoin de validation externe pour exister. L'histoire se clôt sur une réflexion qui résonne au-delà des murs de cette vieille salle de sport. Il a été établi que la véritable force réside dans la capacité de neutraliser la haine sans en devenir une partie, utilisant la précision pour éduquer là où la force brute ne ferait que détruire. Le spectateur reste avec une question implicite sur la nature du pouvoir. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Vaincre un ennemi par la douleur ou le transformer par le choc de sa propre insignifiance technique. Cet après-midi-là, le silence a parlé plus fort que n'importe quel cri de guerre, laissant clair que l'on n'a pas besoin de hurler pour être entendu, mais qu'il faut être prêt pour le moment où le silence n'est plus une option. La maîtrise, après tout, est la réponse définitive à toute forme de préjugé.